Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce lundi 18 janvier, le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse sur la prochaine visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran. Le vice-ministre des Affaires étrangères Zhang Ming a déclaré que la visite du président Xi au Moyen-Orient revêtait une grande signification, alors que la Chine cherche à renforcer l'engagement constructif avec la région. Il a déclaré que l'Arabie Saoudite était le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, et que la Chine constituait le second partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Le président Xi rencontrera le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et participera à la signature d'importants accords de coopération. Le président Xi se rendra ensuite en Égypte, alors que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays. Xi Jinping est le premier président chinois à se rendre dans le pays en 12 ans. Il rencontrera le président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que le premier ministre et d'autres membres du cabinet. Lors de sa dernière étape, le président Xi se rendra en Iran et s'entretiendra avec son homologue Hassan Rouhani en vue de planifier le développement futur des relations bilatérales. L'Arabie Saoudite est donc la première étape de la visite au Moyen-Orient du président chinois Xi Jinping. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques relativement tard dans les années 90, mais depuis celles-ci ont connu une rapide progression. CCTV s'est entretenu avec le président de l'Association pour l'amitié sino-saoudienne. Je suis fasciné par la Chine en raison de son grand peuple. Ils sont amis avec le monde entier. J'aime la Chine car c'est un modèle de succès. Ils ont accompli tant de choses au milieu de circonstances difficiles. J'espère que l'Arabie Saoudite et la Chine parviendront à pousser cette amitié plus en avant. Nous sommes optimistes tant que nous demeurons sur cette voie de respect mutuel. L'Arabie Saoudite est un pays riche en ressources énergétiques, bien que faible sur le plan des infrastructures, domaine dans lequel la Chine est un bâtisseur expérimenté, mais qui désire davantage d'énergie pour maintenir sa croissance. L'Arabie Saoudite a pendant des années constitué l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine et le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, tandis que la Chine constitue le deuxième partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Les responsables gouvernementaux des deux parties déclarent que les deux pays partagent une immense complémentarité économique et qu'il y a là un immense potentiel de coopération. Lors d'une conférence de presse organisée ce dimanche à Téhéran, le président iranien Hassan Rouhani a décrit la mise en œuvre de l'accord nucléaire conclu avec les États-Unis comme une grande victoire pour la diplomatie iranienne et comme une avancée décisive pour le développement économique du pays. Il a néanmoins ajouté que l'Iran répliquerait si les États-Unis ne respectaient pas les termes de l'accord. Nous n'allons pas faire confiance à un pays tel que les États-Unis par intérêt pour cet accord nucléaire. Toute action appelle une réaction. S'ils manquent à leurs obligations, nous suivrons les procédures mises en place par l'accord pour réagir à cela. Si les Américains agissent dans d'autres domaines que le nucléaire, ils recevront la réponse qu'ils méritent. Hassan Rouhani a prononcé son discours peu après que l'Union européenne et les États-Unis aient levé les sanctions économiques, financières et énergétiques contre l'Iran. Ces sanctions ont longtemps porté préjudice à l'Iran en confisquant des actifs du pays à hauteur de plusieurs milliards de dollars situés à l'étranger et en empêchant l'investissement dans le secteur pétrolier dont dépend le pays. Cet accord historique a été conclu en juillet dernier après de longues négociations. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran avait ouvert un nouveau chapitre dans ses relations avec le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'économie iranienne? Des éléments de réponse tout de suite. L'Iran s'attend à une vague d'activité économique alors que le pays émerge de plusieurs années de sanctions et d'isolation. Ce pays riche en pétrole augmentera ses exportations quotidiennes, les faisant passer à 1,1 million de barils de brut au lieu des 500 000 précédemment, et exportera un demi-million de barils supplémentaires ensuite. Près de 100 milliards de dollars d'avoirs vont être débloqués. L'Iran pourra également se reconnecter au système bancaire mondial. Avec tous ces revenus attendus, l'Iran sera libéré de la pression fiscale causée par des années de sanctions. De nombreuses entreprises multinationales européennes ont également relancé leur coopération avec l'Iran. Le géant français de l'hôtellerie, le groupe Accor, a ainsi annoncé qu'il construirait 2 nouveaux hôtels près de l'aéroport de Téhéran, tandis que le géant de l'automobile, Peugeot-Citroën, cherche à relancer ses opérations avec les constructeurs automobiles iraniens.
Cela va attirer de nombreuses grandes compagnies occidentales appartenant aux 100 ou aux 500 plus grandes entreprises mondiales. Elles vont revenir en Iran pour y investir car avec la levée des sanctions, toutes ces entreprises internationales, ces compagnies, ont les yeux rivés sur ce grand marché. Car l'Iran est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient et le potentiel est donc très grand. Bien qu'une forte reprise de l'économie iranienne soit attendue, les derniers progrès ne signifient pas que l'Iran soit libre de toute sanction, car les inspections de l'ONU vont continuer et les États-Unis n'ont fait que suspendre et non pas annuler certaines de leurs sanctions. L'ONU a également déclaré que les sanctions liées aux ventes de matériel de défense et de technologie nucléaire seraient levées seulement lorsque l'Iran aura achevé ses démarches liées au nucléaire. Dans le même temps, le président américain Barack Obama a déclaré que cet accord n'était pas bâti sur la confiance, mais sur des vérifications. Il a ajouté que les inspecteurs de l'AIEA disposeraient d'un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux installations nucléaires clés de l'Iran. Les États-Unis ont laissé en place de nombreuses sanctions commerciales. Cela signifie qu'il sera encore presque impossible aux entreprises américaines de s'installer en Iran ou de former des partenariats avec des entreprises iraniennes. Le Conseil des directeurs de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ou BAII se réunit à nouveau ce lundi. La rencontre à huis clos doit définir les critères environnementaux et sociaux qui conditionneront l'approbation des projets. Ces critères font l'objet de beaucoup d'attention depuis que la banque a commencé à examiner les premiers dossiers d'investissement potentiels. Mais il est difficile pour les pays membres d'atteindre un consensus dans la mesure où leurs différences en termes de niveau de développement impliquent des attentes différentes en matière de développement, d'environnement et de droits sociaux. À l'ordre du jour se trouve également la liste des membres du Conseil des directeurs qui sera rendue publique à l'issue de cette réunion. L'Afghanistan, le Pakistan, la Chine et les États-Unis ont prévu de débuter leur second tour de discussion en une semaine. Les pourparlers visent à poser les bases des négociations pour mettre fin à une quinzaine d'années de guerre entre les forces du gouvernement soutenues par les États-Unis et les insurgés talibans. Des représentants des 4 pays se réuniront à Kaboul pour relancer le processus de paix qui s'était arrêté l'été dernier. Le but de ces manœuvres diplomatiques est de faire en sorte que des représentants du gouvernement afghan et des talibans entament des négociations directes sur l'avenir du pays. Le négociateur en chef pour l'Afghanistan a déclaré la semaine dernière que les discussions de lundi se concentreraient sur la création d'un plan de paix afin de persuader les talibans d'abandonner le recours à la violence. Une déclaration mise en ligne sur un site internet taliban n'exclut pas de rejoindre les discussions, mais rejette la participation des États-Unis. Suite à l'agression à l'arme blanche d'un professeur juif portant une kippa à Marseille et dans le sud de la France, les membres de la communauté juive de France sont divisés sur le sujet du port de symbole de leur foi. Depuis l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo organisée en parallèle de celle d'un supermarché kasher en janvier dernier, le nombre d'actes antisémites en France a augmenté. Le débat actuel cherche à déterminer si le port de symbole de leur foi pour les membres de la communauté juive pourrait les mettre en danger. Le professeur Benjamin Abselem est toujours sous le choc. Je me sens très fatigué, c'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Il a pris la décision d'abandonner la kippa qu'il portait au moment de son agression à l'arme blanche par un jeune homme kurde de 15 ans. L'adolescent qui a attaqué Abselem devant l'école où il enseigne a déclaré qu'il avait agi au nom du groupe État islamique, également connu sous le nom de Daesh. Cet incident est le dernier d'une série d'actes antisémites perpétrés récemment à Marseille. Le représentant de la communauté juive de la ville a appelé les juifs de Marseille à ne plus porter leur kippa jusqu'à la venue de jours meilleurs. Cette annonce a déclenché la polémique entre différentes personnalités éminentes de la communauté juive de France. Depuis Paris, le grand rabbin de France a exhorté les membres de la communauté à ne pas suivre ce conseil. Quelle est la limite? Une barbe. Est-ce qu'une barbe, on reconnaît une barbe de rabbin, une barbe à la mode? Est-ce qu'on saura après les habits, comment on s'habille? Ensuite, quelqu'un qui marche pour aller à la synagogue le samedi matin, est-ce que c'est pas trop visiblement juif? Il n'y a plus de fin.
Le président français François Hollande a témoigné son soutien à la communauté en déclarant « Il est intolérable que dans notre pays, les citoyens puissent se sentir menacés ou agressés du fait de leurs croyances religieuses au point qu'ils ressentent le besoin de les cacher ». Le peuple français s'est également montré solidaire de la communauté juive. Dans une campagne lancée en ligne, des citoyens de confession juive ou non ont posté des photos d'eux portant une kippa accompagnée du hashtag « Je porte la kippa ». Cette démonstration de soutien traduit bien l'angoisse du pays depuis les attaques du 13 novembre qui ont fait 130 morts à Paris. Toutes les communautés ethniques et religieuses de France craignent en effet de nouvelles exactions djihadistes. Les habitants du Burkina Faso ont demandé un renforcement de la sécurité après que des militants d'Al-Qaïda ont pris d'assaut un hôtel de la capitale et fait au moins 28 victimes. La sécurité, il faut qu'on renforce la sécurité de plus. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans notre pays. Tout le monde peut rentrer dans notre pays comme ils veulent. Le nord, le sud, à l'est, à l'ouest. Il faut qu'on renforce la sécurité. C'est les étrangers qui nous font manger au Burkina. On n'est pas aucun truc pour se défendre. Si les étrangers fuient nous laisser, on fait comment? Donc il faut qu'il n'a qu'à prendre tous les moyens pour défendre Burkina Faso. Les jeunes Burkina Faso, on demande pardon aux autorités burkinabées pour qu'il n'a qu'à prendre tous les moyens, toutes les autres ressources pour défendre la vie burkinabé. D'accord. Voilà. Les forces de sécurité ont repris l'hôtel Splendide assiégé à Ouagadougou, un jour après que des combattants d'Al-Qaïda y ont pénétré vendredi. Des étrangers originaires de moins 18 pays ont été tués. Cette nation sans accès à la mer a été largement épargnée par la violence qu'ont connue les pays voisins. Un analyste déclare que l'éviction du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a pu être l'une des raisons de l'attaque car cela a mis un terme à une relation favorable entre le Burkina Faso et plusieurs groupes militants. L'attaque de vendredi fait suite à un raid similaire survenu en novembre dans un hôtel de luxe de la capitale malienne de Bamako, où 20 personnes ont péri, dont des étrangers. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Selon les dernières données du Bureau national chinois des statistiques, les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont augmenté en décembre dernier. 39 des 70 plus grandes villes ont vu les prix des nouveaux logements s'élever par rapport au niveau de novembre. Les prix dans les villes de deuxième et troisième niveau restent cependant stables, avec 27 villes connaissant une baisse des prix. Sur une base annuelle, les prix des logements ont connu une hausse moyenne de 7,7% en décembre par rapport aux 6,5% en novembre. Selon les analystes, des mesures favorables telles que la hausse des taux d'intérêt et la réduction des versements d'acompte ont stimulé la hausse du marché. Le gouvernement chinois a encouragé l'accélération de la rotation des logements et les analystes prévoient que de nouvelles mesures seront prochainement lancées. Beijing et Séoul intensifient leurs échanges commerciaux. D'après l'Association coréenne du commerce extérieur, le volume des échanges entre la Corée du Sud et la Chine a atteint 75,6 milliards de dollars au cours du dernier trimestre 2015. Ce chiffre qui dépasse les 71,7 milliards de dollars de commerce extérieur entre le Japon et la Chine fait de Séoul le deuxième partenaire commercial de Beijing. Grâce à l'accord de libre-échange sino-sud-coréen qui est entré en vigueur en décembre, le volume d'échange entre les deux pays devrait poursuivre son développement. À l'heure actuelle, les importations de Corée du Sud représentent 10,4% des exportations chinoises. Par ailleurs, au cours des 11 premiers mois de l'année 2015, la Corée du Sud a investi en Chine quelques 3,7 milliards de dollars, soit davantage que les investissements venant du Japon. L'agence de presse chinoise Xinhua News fait savoir que le propriétaire de la librairie de Hong Kong, qui a été porté disparu depuis octobre, est en effet un fugitif originaire de la partie continentale de Chine. L'agence de presse ajoute que Gui Minghai s'est rendu de son propre chef à la police de la partie continentale de Chine l'an dernier. Il s'était enfui après avoir été condamné pour avoir causé un accident mortel. Voici le véhicule impliqué dans l'accident de la route meurtrier qui s'est produit dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en décembre 2003. Une étudiante avait perdu la vie après avoir été renversée par l'homme d'affaires Gui Minghai.
Peu avant cet épisode tragique, l'homme participait à un dîner. Le test d'alcoolémie indique que Gui Minhai avait 1,14 mg d'alcool par millilitre de sang. On sait que 0,2 de milligramme d'alcool signifie une conduite sous l'emprise de cette substance. 0,8 mg indique une conduite en état d'ivresse. Le résultat de l'examen veut donc dire qu'il était ivre lorsqu'il conduisait à ce moment. En août 2004, après des mois d'enquête et de procès, le tribunal populaire intermédiaire de Ningbo a condamné Gui Minhai à 2 ans de prison et 2 ans avec sursis. Mais 3 mois plus tard, le condamné s'enfuyait à l'étranger. Son nom figure d'ailleurs sur la liste des fugitifs recherchés par la sécurité publique chinoise. Il n'a pas été appréhendé avant de se rendre en octobre dernier. Il déclare regretter sa décision, un choix qui l'a plongé dans la dépression et a fait endurer des années de douleur à sa famille. Je suis un fugitif. Je n'ai pas pu retourner dans mon pays pour voir mes parents. Ils avaient déjà 80 ans. Je n'ai même pas pu assister aux funérailles de mon père, mort d'un cancer. Ma mère est maintenant gravement malade, cela me fait souffrir. Je veux en profiter tant qu'elle est en vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de me rendre. Je souhaite prendre mes responsabilités et accepter toute sanction. Gui Minhai, qui est un ressortissant étranger, a également appelé à respecter son choix. Retourner dans mon pays et me rendre sont des actes volontaires, sans lien avec qui que ce soit. Je ne souhaite pas que des individus ou des organisations, dont la partie suédoise, soient impliqués ou interviennent à ce sujet. Bien que je sois porteur d'un passeport suédois, je me sens toujours chinois et mes racines sont en Chine. J'espère que mon choix puisse être respecté par la partie suédoise. Je souhaite que mon droit à choisir et celui à la vie privée puissent être respectés et qu'on me laisse faire face à cette question. D'après la police, Gui Minhai fait l'objet d'une enquête puisqu'il est également accusé d'autres activités criminelles. La Chine pourrait connaître en 2016 une explosion des naissances, et ce grâce à la suppression de la politique de l'enfant unique appliquée depuis des décennies. L'année du Singe approche à grands pas et est traditionnellement une période des plus propices pour avoir un enfant en Chine. Mais il semble que les hôpitaux du pays sont loin de pouvoir faire face à la demande et nombre d'entre eux manquent déjà de pédiatres. Reportage. C'est une période d'inquiétude pour les parents. Et beaucoup ont découvert avec effroi que l'un des plus grands hôpitaux de Guangzhou avait supprimé le service d'urgence de nuit de son département pédiatrie. L'un de nos pédiatres vient de partir. 2 sur nos 4 docteurs sont malades en raison de la fatigue et de la pression. Nous avons fait de notre mieux pour faire face à la demande, mais des ajustements ont dû être faits pour garantir la sécurité de nos patients et protéger nos docteurs. Et ces propos ont connu un certain écho dans les hôpitaux de Chine. Plusieurs départements de pédiatrie des services d'urgence de Shanghai ont fermé en raison d'un manque de praticiens, signifiant qu'un tiers des hôpitaux de la ville aujourd'hui ne disposent pas de département de pédiatrie. Di Hua, qui traite des patients issus de la petite enfance depuis 18 ans, déclare que les docteurs sont réticents à choisir cette voie en raison de la très lourde charge de travail. Je dois recevoir des centaines de patients par jour. Je suis si occupé que je n'ai même pas le temps de regarder les parents en face. Les patients ne cessent de défiler et je dois même sauter le déjeuner tout le temps. Et sans pause, je ne peux pas bien penser, ce qui est aussi dangereux pour les patients. Mais ce n'est pas que la charge de travail qui rebute les docteurs. Un salaire très faible n'incite pas beaucoup les diplômés à opter pour cette discipline. Les chiffres montrent que les pédiatres travaillent près de 70% de plus que les médecins des autres disciplines, mais ils sont payés 50% de moins. Un rapport du gouvernement paru en 2015 montrait que la Chine ne disposait que d'un pédiatre pour 2300 enfants. Et ce rapport pouvait être même pire encore dans certaines provinces comme le Henan. Il est dit qu'au moins 200 000 pédiatres supplémentaires sont nécessaires pour faire face à ce manque. Suite à l'arrivée de l'hiver à Shanghai, les parents attendent souvent des heures avant de pouvoir consulter un médecin dans les principaux hôpitaux pédiatriques de la ville. Le problème n'est pas un manque d'installation, car il existe de nombreux hôpitaux pédiatriques dans la ville, suffisants pour satisfaire la demande des habitants et des personnes extérieures. Le problème est que ce sont les plus grands hôpitaux qui possèdent les meilleurs médecins et les équipements les plus modernes. Afin de régler ce déséquilibre, Shanghai a établi un réseau de services pédiatriques qui inclut les hôpitaux de quartier et les centres de santé communautaires.
Le centre de santé communautaire Koumei, dans le district de Minghan, offre des formations de rééducation aux enfants souffrant de maladies du cerveau depuis qu'il est membre du réseau de services pédiatriques de Futan. Avant, les parents de ce quartier devaient amener leurs enfants dans l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, qui est souvent surbondé. Chaque fois qu'on venait, on consultait un médecin différent. Mais pour une rééducation, je pense qu'il est préférable pour mon fils d'être suivi par un médecin régulier, dont il est proche. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir un centre de santé communautaire. Mon fils fait d'énormes progrès et nous pourrons l'inscrire à la maternelle l'an prochain. L'une des inquiétudes des parents est de savoir s'il y a de bons médecins dans les centres de santé communautaires. C'est la raison pour laquelle nous avons passé une année à former des médecins ici. Maintenant, nous venons ici chaque semaine pour donner une mise à jour. L'hôpital Qinshan dans la banlieue sud-ouest de Shanghai fait également partie de ce réseau. L'hôpital offre des soins ambulatoires et des traitements urgents à près de 4000 personnes par jour. Son département pédiatrique soigne plus de 700 patients chaque jour et il s'agit de l'un des départements les plus fréquentés de l'hôpital. Afin d'augmenter le niveau de son équipe, les médecins vétérans de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan sont en charge de la gestion médicale et des principales disciplines. Tous les pédiatres de Qinshan ont reçu une formation à Futan. Ils possèdent également un système de communication en ligne pour discuter des cas avec les spécialistes. Selon le directeur de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, même si l'hôpital gère un nombre important de patients, le changement est remarquable. Nous avons remarqué, pour l'année et demie qui vient de s'écouler, une évidente baisse du nombre de patients dans notre département interne de médecine. Une baisse d'environ 60 000 patients. Dans le même temps, le nombre de patients cherchant des médecins spécialistes a augmenté de 11%. Cela permet aux patients d'être rapidement transférés selon leur situation. Les représentants des centres de santé disent que le réseau est un très bon exemple et ils s'attendent à ce que le nombre de patients continue d'augmenter à l'avenir, allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les hôpitaux du centre-ville. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur notre antenne.